Bonjour, aujourd'hui donc on va traiter un exercice sur la topologie des EVN, donc des espaces vectoriels normés. Voilà donc l'énoncé de l'exercice. Donc je prends E, un espace vectoriel normé, et je prends V, un sous-espace de E. Alors, première question, montrer que V bar, donc l'adhérence de V, est un sous-espace vectoriel de E. Alors, la deuxième question, montrer que c'est l'intérieur de V et non vide, alors forcément V égale à E. Comme application, donc soit H un hyperplan de E, démontrer que H est ou bien, donc il y a une alternative, soit il est donc fermé, ou bien il danse, dans E. Et quatrième question, application 2, soit A une partie de E, et bien démontrer que vect de l'adhérence de A est inclus dans l'adhérence de vect de A. On y va. Donc, première question ici. Alors, donc, je suppose connu donc la caractérisation des sous-espaces vectoriels. Et je suppose aussi connu donc la caractérisation séquentielle d'un fermé. Donc, c'est ça ce que je vais utiliser pour démontrer que l'adhérence est un sous-espace vectoriel. Eh bien, donc pour cela, je veux montrer que ça, donc c'est un sous-espace, alors il faut qu'il ne soit pas vide, premièrement. Eh bien, je sais aussi que V est toujours donc inclus dans son adhérence, donc chaque partie est inclue dans son adhérence. Et voilà, donc V c'est un sous-espace vectoriel, donc forcément il est non vide, donc il contient minimum 0. Donc j'ai le 0 qui appartient à V qui est inclus dans V bar. Donc forcément, j'ai mon 0 qui appartient à V bar. Donc voilà, mon V bar est non vide. Ensuite, donc je vais prendre deux éléments. Alors je suppose que je travaille dans R ici, donc pour simplifier les choses, c'est-à-dire le corps de base c'est R. Je vais prendre donc X, Y qui appartiennent à V bar, et je vais prendre alpha, bêta qui appartiennent à R, ou bien donc K, en général, soit C, soit R. Donc il s'agit alors de démontrer que la combinaison linéaire donc, de X et Y avec ses coefficients alpha et bêta reste encore dans V bar. Donc ce qu'il faut démontrer ici, que alpha X plus bêta Y appartient encore à V bar. Donc c'est ça ce qu'il faut démontrer. On y va. Donc très bien. Donc, la caractérisation séquentielle de l'adhérence nous permet de dire qu'il existe une suite Xn et une autre suite Yn, n appartenant à n, tel que quoi? Tel que tout simplement, tel que la suite Xn va converger vers X, pour la norme, bien sûr, que j'ai, puisque là c'est un espace vectoriel normé, donc je peux prendre par exemple cette norme-là, elle est notée comme ça, donc c'est par rapport à cette norme, donc de notre espace. Et puis après, donc j'ai aussi la suite Yn qui va tendre vers Y. Donc ce sont deux suites convergentes. Et chacune, donc la première, ça tend vers X et la deuxième vers Y. Et bien, donc d'après les propriétés donc, des limites des suites, j'ai forcément la suite alpha xn plus bêta yn, cette suite-là, elle va tendre vers alpha x plus bêta y. Voilà, et donc, comme cet élément-là, on a donc V qui est un sous-espace vectoriel, donc il est stable par chaque combinaison linéaire. Donc, comme xn, yn, donc là, ils sont dans attention, donc là c'est dans V et là c'est dans V aussi. Donc Xn, Yn, ce sont deux éléments de V. Cet élément-là, il appartient à V aussi, puisque V est un sous-espace vectoriel. Donc cette suite-là, la suite alpha Xn plus bêta Yn, ça c'est une suite d'éléments de V. C'est une suite d'éléments de V qui tend vers cet élément-là. Et on sait que chaque suite d'éléments de V, il converge vers un élément de l'adhérence. Donc forcément ici alors, donc ça, cette suite-là qui va tendre vers alpha x plus bêta y qui appartient à V bar. Et donc du coup, j'ai alpha x plus bêta y qui appartient
à V bar, et bien, donc du coup ici, ça me permet de dire que V bar, oui, donc qui appartient à V bar. Et donc du coup ici, donc cet élément-là, ça permet de dire que, pardon, que V bar est un sous-espace. Sous-espace vectoriel de E. Voilà, donc on a utilisé la caractérisation séquentielle. Et bien donc, voilà pour la première question. Donc on va voir la deuxième question maintenant. Alors, pour la deuxième question, donc il s'agit alors de démontrer que si par hasard l'intérieur de V est non vide, et bien forcément V égale à E en entier. Allez, on va voir comment on peut démontrer ça. Et donc, la condition, c'est donc l'intérieur non vide. Ben, on va exploiter ça d'abord. Donc, V, ça c'est non vide. Cela veut dire quoi? Ben, cela entraîne que l'intérieur contient au moins un élément. Donc, je vais prendre un élément ici. Alors, il existe A, appartenant à V. Oui, donc il existe un élément appartient à V bar. Et donc, du coup, le fait que, pardon, à l'intérieur, et ça, le fait que A est intérieur à V, eh bien, donc, ça permet de dire qu'il existe un certain epsilon strictement positif, tel que, par définition, donc, la boule de centre A et de rayon epsilon soit inclus dans V. D'accord? Donc, on a fait, si vous voulez, donc, le schéma suivant, si vous voulez. Ben, donc, je vais, donc, là, c'est mon V. Et bien, donc, puisque j'ai A qui est à l'intérieur, ben, ça veut dire j'ai une certaine boule, hein, donc voilà, de centre A et de rayon epsilon. Donc là, c'est V. Et bien, cette boule-là, elle est dedans. Très bien. Alors, maintenant, donc, on veut démontrer que V égale à E. C'est-à-dire, alors déjà, j'ai déjà un sens, puisque V est un sous-espace vectoriel. Donc, comme V, donc c'est un sous-espace vectoriel de E, bah forcément, donc j'ai V qui est inclus dans E. Ça, c'est donc, voilà, c'est évident. Alors maintenant, c'est le sens inverse. Donc, je vais prendre soit un élément X qui appartient à E, et je dois démontrer que cet élément-là, donc l'inclusion inverse, que cet élément-là, il est dans V. Donc, voilà. Eh bien, donc, il y a deux choses. Alors, soit, donc, si X égale à 0, j'ai rien à démontrer. Si X égale à 0, puisque V est un sous-espace vectoriel, donc il contient l'élément neutre, donc forcément, mon X appartient à V. Très bien. Alors maintenant, on doit supposer que si X est différent de 0. Donc si X est différent de 0, ben, je peux bien diviser par là. Donc là, ça permet de dire que la norme de X, ça c'est différent de 0. Puisque, donc là, on a une norme. Et donc du coup, alors qu'est-ce qu'on sait? Si je calcule la norme de X, donc 1 sur X, donc là, c'est une technique qui est très utilisée. Donc la norme de cette, donc c'est un vecteur qui est normé ici, ben, ça veut dire que la norme de ce vecteur-là égale à 1. Donc ce vecteur-là, ben, on le normalise en divisant par la norme de X. Donc le fait que la norme de cet élément-là égale à 1, ben, ça permet de dire que cet élément-là, hein, donc le 1 sur ça, donc enfin, X appartient à la sphère carrément. Donc à la sphère de centre 0 et de rayon 1. Voilà. Et donc, si je multiplie maintenant par epsilon, hein, d'accord? Je multiplie par epsilon ici parce que je vais arriver par la suite, voilà, démontrer que j'ai un élément que je vais mettre dedans, et après on va démontrer que le X reste en V. Donc on va faire la construction petit à petit. Donc ça, c'est un élément de la sphère. Eh bien, si je multiplie par epsilon ici, ben, je multiplie par epsilon, ça veut dire que la norme, je vais avoir epsilon. Ça veut dire que c'est dans la sphère, ici, donc, de centre 0 et de rayon epsilon. Eh bien, si je divise maintenant par 2, donc le epsilon par 2, donc je multiplie par epsilon par 2, qu'est-ce qui se passe? Donc j'ai epsilon
sur 2, si je calcule la norme de cet élément-là, avec le même travail, donc puisque la norme de x sur la norme de x ça fait 1, ben donc il va rester donc epsilon sur 2, et cet élément-là, il est strictement plus petit que 0. Et ça permet de dire que cet élément-là, d'accord, donc il appartient, alors je vais écrire comme ça, epsilon sur 2, enfin x, ça appartient à la boule de centre 0, d'accord, et de rayon epsilon, puisque donc sa norme, elle est strictement plus petite que epsilon. Très bien. Eh bien, donc, qu'est-ce qu'on fait ici? C'est comme si on va faire une translation. Donc voilà, si je prends la boule de centre 0 et de rayon epsilon, eh bien, avec la translation de vecteur A, ben, je translate ça sur cette boule-là. Donc là, je vais l'appeler B1 par exemple, B2. Cela veut dire quoi? Donc là, celle-là, c'est l'image de celle-là par la translation du vecteur A. Donc c'est juste les éléments là, ils sont translatés ici. D'accord? Eh bien, cet élément-là, son image, donc si je prends la translation, donc d'accord, de vecteur A, ben, appliqué à x, donc là ça fait A plus x, donc par définition des translations. Donc cet élément-là, je lui rajoute A, il va aller ici. Hein, donc regardez bien, donc j'ai epsilon sur 2x, x, d'accord? Je rajoute A, plus A, et ben, il va se trouver là. Donc cet élément-là, il appartient à la boule de centre A et de rayon epsilon. On peut le voir facilement aussi, hein, donc d'accord, parce que cet élément, on a toujours donc ça, donc cette boule-là, c'est l'image de celle-là par cette translation-là. Et bien donc chaque élément de là, donc sans translater par cette translation, ben, il va atterrir ici. Ou bien si vous n'arrivez pas à voir ça sous forme donc de translation, eh bien il suffit donc de vérifier ça. Donc est-ce qu'elle appartient à cette boule-là? Ben oui, puisque epsilon sur 2x plus, pardon, la norme de x plus a moins le centre ici. Donc si je fais ça, eh bien donc j'ai ça qui va partir avec ça, et on avait dit que ça faisait epsilon sur 2 qui est inférieur strictement à epsilon, donc qui prouve encore une fois que cet élément-là, elle est dans cette boule. D'accord? Et cette boule-là, elle est encore une fois, on avait dit qu'elle est incluse dans V. D'accord? Donc puisqu'elle est incluse dans V, eh bien c'est fini maintenant, puisque j'ai donc cet élément-là, alors je peux mettre tout simplement maintenant G, alors cet élément-là, donc epsilon sur 2, x plus a, qui appartient à V, hein, donc c'est un élément de V, et j'ai A aussi qui est un élément de V. Et comme V est un sous-espace vectoriel, eh bien je peux faire la soustraction des deux qui va rester encore dans V. Donc si je fais ça moins ça, bah, ça va rester dans V. Donc si ça reste dans V, donc ça moins ça, ça veut dire que ça fait epsilon sur racine carrée. Alors donc à partir de là, je peux dire que epsilon x sur 2 fois la norme de x, ben, ça appartient à V, puisque V est un sous-espace vectoriel. Et si cet élément-là appartient à V, ben, si je multiplie par n'importe quel scalaire, donc ça va rester encore dans V, et en l'occurrence ici, ben, je multiplie par 2. Alors, je multiplie donc ça par 2, la norme de x sur epsilon, et ben, pour avoir x qui va rester dans V. Donc là, ça permet de dire encore une fois que x aussi appartient à V. Bien, donc j'ai pris un élément, donc pour conclusion, j'ai pris un élément x qui appartient à E, et bien j'ai démontré que lorsqu'elle est nulle, elle est dans V, lorsqu'elle n'est pas nulle, elle est aussi dans V. Ben, cela veut dire que, eh bien, donc je vais avoir le deuxième sens ici, donc j'ai E, l'espace E qui est inclus dans V. Eh bien, V inclus dans E et E inclus dans V, donc ça permet de dire que E, tout simplement, V égale à E. Et cela donc répond bien à la question. Très bien, donc on va passer maintenant aux applications.
Alors, les applications ici. Eh bien, donc, lorsqu'on a un hyperplan, donc, on a une alternative, soit cet hyperplan, soit donc il est dense, soit il est fermé. Eh bien, donc, voilà pourquoi. Et donc là, je vais vous proposer donc, deux façons différentes hein, pour faire cette question-là. Donc, on va voir la première façon. Donc, première façon. Donc, pour cette première façon, donc, démontrer que H est ou bien fermé ou bien dense dans E. Et donc, je vais supposer par exemple que H n'est pas fermé. Et donc, forcément, il va me rester la deuxième alternative qui est, il faut qu'il soit dense dans E. Donc, on suppose alors, supposons que H n'est pas fermé, donc n'est pas fermé. Donc, s'il n'est pas fermé dans E, eh bien, on sait très bien qu'une partie est fermée, c'est seulement s'il est égal à son adhérence. Donc, puisqu'il n'est pas fermé, ça veut dire que le H, il est inclus strictement dans son adhérence. Donc, je vais avoir H qui est inclus strictement, d'accord, dans l'adhérence de H. Donc, ça veut dire que H est différent de H. Et donc, le fait que ça c'est différent, eh bien, cela veut dire qu'on a forcément un élément de H bar qui n'est pas dans H. Donc, il existe alors A qui appartient à H bar moins H. Hein, donc, puisque, justement, on avait dit que c'est inclus strictement. Eh bien, donc, ça veut dire que mon A n'appartient pas à H. Or, et donc, on sait que H est un hyperplan. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un hyperplan? Ben, ça veut dire que c'est l'espace supplémentaire d'un espace de dimension 1. Donc, cela permet de dire que H, ou bien que mon espace E, je peux l'écrire sous la forme de H en somme directe avec vect de A. Donc là, attention, vect de A. Donc c'est la définition d'un hyperplan. Donc un hyperplan, voilà, c'est le supplémentaire d'un espace de dimension 1. Ok? Donc c'est celui-là. Voilà, et ça, on peut l'écrire donc RA si vous voulez, donc si on est en train de travailler dans un espace vectoriel réel. Très bien, et donc à partir de là, c'est pratiquement fini, puisque on sait très bien que H est inclus dans H bar. Ça, donc, c'est inclus dans H bar. J'ai H. Alors, j'ai H qui est inclus dans H bar. J'ai A qui est un élément de H bar. Et H bar, on avait démontré dans la première question. Donc, comme H, c'est un hyperplan, donc c'est un espace vectoriel. Comme c'est un espace vectoriel, eh bien H bar aussi, donc reste un espace vectoriel d'après la première question. Donc, j'ai le fait que A appartient à H bar, forcément, j'ai vect de A qui est inclus dans H bar. Hein, tout simplement parce que A, elle est dans H bar, et donc, je multiplie par n'importe quel scalaire A, donc ça reste encore dans H bar. Très bien. Et donc, quand je fais la somme des deux, donc H plus vect de A, j'ai un élément de H bar plus un élément de H bar. Donc ça, c'est inclus dans H bar plus H bar. Or, encore une fois, le fait que H bar est un sous-espace vectoriel, la somme de deux éléments de H bar reste encore dans H bar. Donc c'est égal. Et ça, c'est H bar. Or, ça c'est quoi? Ben, ça c'est E. Donc, qui veut dire, puisque j'ai E qui est inclus dans H bar, j'ai une inclusion qui est automatique puisque H bar est un sous-espace de E, et donc ça permet de dire tout simplement que E est égal à H bar. Eh bien, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'est-ce qu'on a démontré? Donc, voilà, démontrer que H est ou bien fermé et ou bien dense dans E.
Eh bien, le fait qu'il n'est pas fermé, on a trouvé que E est égal à H bar, ben, c'est la définition elle-même de la densité de H dans E. Donc ça permet de dire que H est dense dans E. Voilà donc la première façon. Donc on va voir une deuxième façon pour ça. Alors, donc je vais effacer par là. Alors, deuxième façon. La deuxième façon. Alors, donc là, qu'est-ce qu'on sait? Ben, on sait très bien que H, donc c'est un sous-espace vectoriel de E. D'accord? D'après la première question, puisque là c'est toujours des applications, d'après la première question ici, eh bien j'ai H bar aussi, hein, donc qui est un sous-espace vectoriel de E. Ok? Et il y a un sens toujours, donc chaque partie elle est tout le temps incluse dans son adhérence, eh bien j'ai tout le temps H qui est inclus dans H bar. Et H bar encore, bon, puisque H est dans E, ben H bar il reste encore dans E, donc j'ai bien cette égalité-là. Eh bien, on va utiliser donc la deuxième définition, en fait, c'est une autre définition de l'hyperplan. Donc un hyperplan c'est quoi? Ben, c'est tout simplement, c'est un sous-espace maximal au sens de l'inclusion. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Donc, si H est un sous-espace vectoriel bon, hyperplan, donc hyperplan de E, eh bien, donc il est maximal au sens de l'inclusion, ça veut dire si par exemple on a F qui est un sous-espace de E et qui est donc plus grand, et qui contient H et qui est contenu dans E, bien forcément j'ai donc soit F est égal à E, soit F égale à H. Donc c'est ce qu'on appelle il est maximal au sens de l'inclusion. Et c'est ce qu'on a ici. Donc le fait que H est maximal au sens de l'inclusion, eh bien forcément, j'ai donc soit H égale à H bar, ou bien H égale à E. Donc il ne peut pas entre les deux, ben forcément soit là, soit là. Et on le voit mieux lorsqu'on est dans le cas de dimension finie. Donc en dimension finie, regardez ce qui se passe. Donc en dimension finie. Alors donc j'ai bien ça, en dimension finie. Donc je suppose par exemple que la dimension de E égale à n. Donc par définition d'un hyperplan, ben, c'est tout ce espace de dimension n-1. Donc je vais avoir donc dimension de H et va être égal à n-1. Et bien regardez bien, on le voit vraiment très clair ici, puisque c'est la dimension ici, c'est n-1, et là c'est n. Et bien le H, il est entre les deux. Et bien le H ne peut pas avoir une dimension qui est égale à la moitié des deux, ou bien la différence des deux. Donc comme la dimension est un entier naturel, ben forcément donc la dimension de H bar il va être soit égale à n-1, soit égale à n. Donc si c'est égal à n-1, ça veut dire que H bar égale à H, donc ça veut dire que H est infermé. Ou bien, si la dimension de H bar est égale à n, cela veut dire que H bar égale à E. Et dans ce cas-là, donc on a H qui est dense. Et bien voilà, donc c'est les deux cas. Et bien si dimension de H bar égale à n-1, donc ça permet de dire que H égale à H bar, et dans ce cas-là, H est fermé. Voilà la première alternative. Et bien maintenant, si dimension de H bar égale à n, bien forcément, donc j'ai H bar qui est égal à E, et dans ce cas-là, ben, cela permet de dire que H est dense. Donc, voilà, et donc on va passer maintenant à la quatrième application, pardon, quatrième question. Alors, pour la quatrième ici, eh bien, qu'est-ce que j'ai ici? Donc, je dois démontrer que vect de A bar est inclus dans le vect de A. Eh bien, forcément, qu'est-ce que j'ai? Donc, je sais très bien que A, hein, d'accord,
c'est toujours inclus dans vect de A. Puisque là, donc, ça c'est le sous-espace vectoriel des combinaisons linéaires des éléments de A. Donc A est inclus dans A. Eh bien, il y a une propriété donc de l'adhérence, c'est que si vous avez une partie A qui est inclue et qui est inclue dans B, ben forcément j'ai A bar qui est inclus dans B bar. Ben, je vais l'utiliser ici. Donc par passage à l'adhérence, qu'est-ce que j'obtiens? Ben, j'obtiens ici A bar et qui est inclus dans vect de A bar. Et d'après la première question, V bar est un sous-espace vectoriel. Donc pour chaque partie. Et donc, comme vect ici, c'est un sous-espace vectoriel, ce espace vectoriel de E, et bien là, ça reste encore, donc c'est un sous-espace vectoriel. Puisque c'est un sous-espace vectoriel, donc c'est un espace vectoriel, j'ai A bar qui est dedans. Et bien, chaque combinaison linéaire des éléments de A va rester encore dans A, puisque c'est un sous-espace vectoriel. Et donc là, ça permet de dire que vect, donc le sous-espace vectoriel engendré par A bar, eh bien, reste encore dans vect de A. Et voilà ce qu'on a ici. Voilà, donc j'arrive à la fin de cette vidéo. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part. Sinon, je vous souhaite une agréable journée. Merci et à très bientôt.